Je suis CEO et cofondatrice d'une boîte qui s'appelle Sifflet. Donc c'est une plateforme d'observabilité. Aujourd'hui, le E dans CEO pour moi, c'est pour everything. Et je suis un peu obligée d'être partout. On peut avoir en fait autant d'assurance et de sense of self. Le plus important, c'est d'avoir un bon niveau de self-awareness. Voilà, il n'y a pas de différence entre moi et les hommes. Et si quelqu'un pense qu'il y a une différence, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Est-ce qu'il y a une entreprise qui a été une rêve pour vous? C'est quoi le mauvais chez toi? Le travail, c'est enlever toutes les émotions pour prendre les meilleures décisions le plus rationnelles possible. Est-ce que du coup, vu qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des limites? C'est plus complexe, ça met plus de pression. C'est quand le jour où il y a eu un switch et tu as commencé à prendre conscience de ta valeur et à vouloir l'exploiter? Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre invité, je voudrais remercier notre partenaire du jour. C'est Sena, une insurtech européenne basée en France. Que ce soit pour la mutuelle santé de votre entreprise, pour le vol de votre smartphone, l'annulation de vos billets d'avion, le casse de votre lave-linge, l'assurance santé de votre animal de compagnie ou même la caution de votre logement. Sena est derrière tous ces produits. Mais alors pourquoi ils agissent dans l'ombre? Justement, c'est la particularité de Sena. C'est une compagnie d'assurance qui vend des produits uniquement via des courtiers d'assurance. Sauf que, ça tombe bien, on a reçu son CEO Steven Le Guillon, il nous explique tout. Concrètement, ils ont atteint en 5 ans plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est déjà plus de 2 millions d'assurés en Europe. Il nous explique ce succès justement grâce aux 3 exits qu'il avait fait juste avant. Encore merci à Sena de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, nouvel épisode. Nouvelle invitée, encore une Marocaine, est-ce un hasard? En vrai, oui. En vrai, c'est un hasard. Un petit peu. On se connaissait pas. C'est vrai, dédicace à Romain pour cette belle intro. C'est Bon, ça. comment vas-tu? Très bien, et toi? Yes. Est-ce que tu es une CEO? Est-ce que je suis? CEO? Oui, c'est mon titre officiel. CEO de quoi? Alors, je suis CEO et cofondatrice d'une boîte qui s'appelle Sifflet ou Sifflet Data. Et not Sifflet? Not Sifflet, même si... Attends, je te lance sur l'anglais là, attention Selma. Non, on va faire attention, t'inquiète. La boîte s'appelle Sifflet. Tu veux que je t'explique ce que ça fait? Accessoirement, après c'est toi qui vois, tu veux nous faire la promo de ta boîte un peu? Of course. Ok. Is Alors, it boring or interesting? Pas du tout, on va faire en sorte que ce soit le sujet le plus passionnant. On va essayer. Alors, Sifflet, donc c'est une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme d'observabilité. C'est un sujet qui est relativement nouveau, mais en gros, pour simplifier ce qu'on fait, donc aujourd'hui, les entreprises utilisent de plus en plus la donnée dans la prise de décision, dans des sujets d'optimisation opérationnelle, plus récemment dans des sujets d'intelligence artificielle. Ouais. Et donc, il est très important que cette donnée, elle soit de bonne qualité. Ça paraît évident comme sujet, n'est-ce pas? Il semblerait. Tu te dis, si je vais utiliser la donnée et reposer dessus pour prendre des décisions qui sont assez importantes pour le business, j'imagine bien que la donnée doit être de bonne qualité. En fait, le constat qu'on a fait il y a quelques années avec mes associés, c'est que il y avait en fait très peu de solutions sur le marché, voire pas du tout, qui pouvaient permettre aux entreprises de faire du monitoring de la qualité de leurs données de façon automatisée, qui puissent scaler, qui Donc puissent... c'est faire de la veille quand tu dis du monitoring ou c'est juste la gérer en sachant qu'il y a un problème déjà? En fait, on observe la donnée comme le nom de la catégorie au final. Donc, on est dans la catégorie de data observability, Ok. observabilité de données. Donc, on observe la donnée, le flux de la donnée dans les pipelines. Mais vous la cleanez? Non. Non. Nous, on dit ce qui ne va pas, on donne l'information nécessaire et on laisse les personnes qui ont le plus de contexte au final sur la donnée et sur comment elle est utilisée et à quoi elle sert, etc., de prendre les décisions nécessaires de cleaning ou de deletion ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, nous, on est là pour assurer un bon suivi en real time ou near real time de la qualité de la donnée, de sa traçabilité, de sa discoverability, etc. On va en reparler, mais spoiler, ce podcast n'est pas que sur la data ou que un G. D'ailleurs, tu t'es défini comme une nerd, on va en reparler. Dog lover, donc on va aussi en parler. Dog lover, c'est important. Petite question, est-ce que tu peux me faire un petit update? Je sais pas si j'imagine que vous avez levé de l'argent. Oui. Ça a quel âge? Vous avez quel âge? Oui, alors Sifflet existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ok. Le headquarter est à Paris, même si on a une équipe qui est plutôt internationale et les équipes commerciales qui sont entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ok.
Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, on existe depuis un peu plus de 3 ans. Oui, on a fait 2 levées de fonds, seed et série A. How Euh, much? alors, à date, on a dû lever, je crois, une quinzaine de millions. Ok. Spoiler alert, il y a une 3e levée qui arrive. Donc, voilà, je vous fais le teaser Ok. ici. Heard it Même here pas ça first. touche du bois, quoi. C'est vraiment, ça le spoil. Donc ça veut dire que c'est déjà closé? C'est en process. Je sais pas quand est-ce que cet Attends, épisode va sortir. m'envoie pas un message ce soir en mode Yacine, faut couper ce passage finalement. Non, Moi, non, je bah, t'ai ça pas dépend amené quand est-ce que tu là-dessus, hein. publies. Ça dépend quand Non, est-ce mais que on tu va publies s'arranger. l'épisode, mais je pense que tu peux On dire va pas que. froisser tes invests, t'inquiète. Non, 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 mais disons qu'on peut dire qu'on est en cours. Voilà, Le virement est pas encore reçu. j'ai arrêté. Allez, ça bégaye là. Et du coup, bah non, mais on a des super investisseurs. On a QT, on a Mangrove, on a Ah des. ouais, ok, d'accord. Voilà, donc trop on a cool. des bons investisseurs, on a des bons business angels. Donc non, globalement, on Alhamdoulilah. est plutôt bien accompagnés. Voilà, c'est ça, oui. Bon, j'ai une Mm. question, c'est drôle, dédicace à Rebecca, on en a parlé après notre podcast, j'ai enregistré avec elle hier. Rebecca de YOLO. C'est quoi une CEO pour toi? CEO. Oula. Je pense que c'est un métier qui évolue en fonction des besoins et de la maturité de la boîte. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Aujourd'hui, le E dans CEO pour moi, c'est pour everything. D'accord? Chief of everything. Exactement. Mais au fur et à mesure que la boîte évolue, je pense que tu commences à te retrouver plus ou moins dans la description, on va dire, traditionnelle du métier de CEO. La Which particularité... Vas-y, J'arrive. vas-y. La particularité du métier de CEO, du coup, que moi j'ai aujourd'hui, c'est que je suis fondatrice aussi. Mhm. Ce qui fait que, en fait, j'ai donné naissance à cette boîte, entre guillemets, avec mes associés. Et je suis un peu obligée, et c'est naturel et c'est même très sain, d'être partout. Et de vraiment assister et de créer en fait tous les process from scratch. À travers 3 pays quand même. Combien d'employés tu m'as dit? Voilà, on est une quarantaine aujourd'hui entre. Donc, quand On est même. quand même lean. Ouais, Ok. mais on reste assez lean quand même. Ok. Par rapport à la volumétrie de clients, la complexité du produit, etc. On reste assez lean. T'arrives à savoir encore ce qui se passe un peu partout dans chaque département, chaque Oh équipe, quoi. yes. Yes, Oui, ok. oui, oui. Et tu dis... Bon, on est vendredi, il Oui. est 14h. Je sais pas si c'est le meilleur exemple de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à part ce podcast, mais tu Oui. peux me raconter cette semaine juste typiquement. Je pense que c'est intéressant, ça, entre guillemets, comprendre ton quotidien. T'as géré combien d'emmerdes cette semaine? Oula. Alors, en fait, avec le temps, tu apprends à compartmentalize. Ok. Je pense que le mot, c'est le même, voilà, en français, merci. Et du coup, tu commences à voir tous les sujets qui sont, du coup, envoyés dans ta direction, on va dire, ou thrown at you, à longueur de la journée. Tu les mets dans des compartiments. Tu dis, ça, c'est un problème de tout de suite, ça, c'est un problème de demain, ça, c'est un problème d'il y a... C'était un problème d'il y a 6 mois, donc voilà. Prioriser, C'est en une fait. Voilà, exactement. Et surtout, tu apprends, en fait, à isoler l'émotion et vraiment l'objectif et l'exécution. Et je vais Ok. t'expliquer ce que je veux dire par ça. T'apprends, mais tu y arrives totalement? Juste à séparer l'émotion de l'exécution? C'est très, très dur, surtout Mhm. quand tu es fondateur en plus. C'est ton mais bébé, quoi. Voilà, exactement. Mais pour revenir à ta question initiale de c'est quoi le métier de CEO, je pense que c'est très important, surtout quand tu es CEO et fondateur, Ou fondatrice. aux fondatrices, voilà, merci beaucoup, de savoir isoler le fondateur en soi ou la fondatrice en soi et la CEO. Parce que souvent, en fait, moi, C'est pas le même métier être Exactement. entrepreneur et être CEO. Exactement. ou fondateur, Et moi, fondatrice. pour répondre de façon très transparente à ta question, moi, c'est comme ça que j'arrive à faire mon travail, c'est en isolant les deux. Et tu préfères lequel des deux dans ce cas-là? Je t'avoue, ça dépend du sujet. Si tu devais garder, si je comprends bien, si tu es juste entrepreneur mais que tu n'es plus CEO demain Oui. parce que la boîte a grossi, Oui, tu peux rester exécutif, tu peux Oui. rester au board, donc tu Bien seras sûr. dans la strat, mais c'est pas toi qui prends les décisions au quotidien. oui, oui. À l'inverse, si tu es CEO mais que tu n'as pas créé la boîte, Mhm. c'est que tu réponds en fait à des investisseurs. Bon, toi aussi tu le fais déjà, mais c'est peut-être pas le même métier. Oui. Et attends, je t'amène sur ma deuxième question après, mais vas-y,
Qu'est-ce que tu préfères? Ou ça dépend des jours? Je pense que les jours où je me force en fait à mettre ma casquette de CEO et enlever la casquette de fondateur, c'est quand il faut prendre des décisions difficiles. Et quand il faut être un maximum objectif. Donc c'est quoi, le fondateur, c'est le côté émotionnel qui prend le dessus par Chez moi, moment? oui. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, des fois, il faut arrêter de voir la boîte comme ton bébé ou des décisions que tu as prises comme étant liées à toi, ta façon de réfléchir ou ton niveau d'intelligence ou ton net boîte, worth c'est pas toi. intellectuel. Ta boîte, c'est pas une vitrine ou une Exactement. extension de toi. Exactement. Ta boîte, c'est pas une extension de toi. Au fur et à mesure qu'elle grossit, tu as des investisseurs, tu as un board, tu as des clients, tu as des employés. Et en fait, au final, moi, ce que j'aime dire, c'est que je travaille pour tous ces gens, Ok. au final. Tu vois ce que je veux dire? Tes clients et tes employés, tu fais aucune distinction? Pour moi, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Parce que l'un fait tourner la machine et l'autre ramène du cash. Tu peux le dire comme ça, mais pour moi, t'as vulgarise. besoin... Pour moi, tu as besoin des deux, bien sûr, à des échelles différentes, bien sûr, mais tu as besoin, en fait, d'écouter les deux dans des moments différents. Il y a des moments où, bien sûr, les clients, ils sont là pour te donner du feedback mauvais et bon. Moi, les gens qui travaillent avec moi et les clients avec qui je suis proche, ils savent bien que quand on se voit pour catch-up, je ne veux pas entendre... En fait, c'est gentil de me dire le produit est super, on vous kiffe, mais c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là C'est quoi surtout que tu pour veux? savoir ce qui va pas. D'accord. Donc D'accord. toi, tu veux radical candor, tu veux en gros Exactement. la transparence. Exactement. Ok. Let's get to it, c'est quoi les problèmes? Et là, pour le coup, je mets C'est comme vraiment... ça qu'on avance, quoi. Exactement. Et là, pour le coup, je mets vraiment ma casquette de CEO et non ma casquette de fondateur. Et ça fait un très bon lien, même si je vais pas là-dessus sur Siffler, mais ce que vous Oui. faites, c'est peut-être en sorte que la data, On donc ramène l'information, l'intégrité. soit intègre et transparente. ça. Oh là là Ah, là j'adore là. ce passage, oui. That's good. Tu vas nous faire on va vous faire un petit reel sur ça. Bon bref, j'avais ma question. Je voulais moi, je comprends très bien que ce podcast est vraiment plus dans la tête d'un ou d'une entrepreneur que d'un ou d'une CEO. En revanche, tu as parlé du CEO et du fait, c'est drôle, tu l'as associé quand même à de la difficulté, prendre des décisions dures. Tu peux me donner un exemple concret de la dernière décision dure que tu as dû prendre et je te laisse nous dire ce que tu peux nous dire. Ah, mais j'en prends tous les jours, hein, que ce soit de... C'est quoi les décisions que tu aimes dures? Quand tu dis dur, ça veut dire que potentiellement tu n'aimes pas la prendre. Oui, bah, alors, de façon très transparente et très candid, comme on dit, se séparer d'un employé, pour moi, je trouve ça extrêmement difficile comme décision à chaque fois. Ok. C'est la pire des choses, ça? Pour moi, oui, ça fait partie des pires décisions à prendre et c'est un la processus prio. douloureux. Quand tu disais prioriser, en général, c'est les sujets les plus prio pour toi, l'humain en interne? Alors oui, en même temps, j'ai bien pensé que je suis quelqu'un qui a un certain niveau de self-awareness et du coup, je sais que c'est aussi le sujet sur lequel moi, à titre personnel, j'ai un peu de mal. J'ai un background très mathématique, donc quand il s'agit de résoudre les problèmes, get to it, c'est ma force. Ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, des fois, en fait, j'appréhende beaucoup plus les sujets, on va dire, purement qui sont, on va dire, détachés des chiffres et des numbers, ce qui peut-être rend aussi la prise de décision un peu plus difficile de mon côté et je l'appréhende un peu plus. C'est drôle parce que tu dis mathématicienne, j'ai envie de dire cartésienne, et j'allais poser cette question, en fait, sur vraiment l'entrepreneuriat, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu arrives réellement à passer outre tes émotions? Tu sais, c'est un truc que tu disais que tu apprends, mais je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut entreprendre sans émotions? Non. Et du coup, en fait, l'émotion, j'allais le lier à la passion. Est-ce qu'un bon entrepreneur ne doit pas forcément, ou une bonne entrepreneur, ne doit pas forcément être passionné? Ah, mais s'il y a bien une qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est la passion et tout ce qui tombe en fait sous le terme grit en anglais. Il y a un super livre, un super bouquin sur le sujet. Et moi, comment je définis grit? Attends, c'est quel bouquin? Ça s'appelle Grit, justement. Oh, de qui? Là, c'est les petites où tu te souviens pas? Si, je me souviens. Alors, l'écrivaine, j'ai Michel quelque chose, mais je t'enverrai les détails exacts. Michel. Grit. Right. Et en fait, c'est ce terme, en fait, grit, il encapsule plusieurs concepts. Et en fait, tu as besoin d'avoir ou un grand niveau de passion, d'envie de faire quelque chose, d'ambition. Mais tu as besoin aussi du côté hard work.
Prendre aussi un et peu Ouais, bien résilience sûr. et savoir prendre du recul. Et Et tu dirais que la passion, c'est ce qui mène à la résilience, peut-être? C'est aussi te dire, je lâche rien parce que aussi j'apprends à prendre du plaisir? ça dépend de la personne. Je sais que Ok. chez moi, Mhm. à titre personnel, je sais que ça me pousse à rester résiliente. Parce que je me dis, je suis tellement passionnée par ce que je suis en train de faire et par la finalité du sujet que ça me rend encore plus résiliente et encore plus, comment dire, euh, encore plus préparée à faire face à des situations pas très sympas. Ok. Mais je connais aussi des personnes chez qui la passion, c'est l'ennemi. C'est ce qui te pousse à burn-out, c'est ce qui te pousse à... D'accord. Tu vois, donc il faut faire attention, C'est il faut savoir le canaliser. la gestion des émotions. Il faut savoir canaliser, oui. Et je me demandais, est-ce que toi, tu as vu des limites dans ta passion? D'ailleurs, c'est drôle, tu as parlé juste avant de ce qu'on fait, et après, tu as dit et de notre mission, ou je sais plus comment tu l'as dit, et je pense que c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent une passion dans construire leurs produits, et d'autres dans Oui, juste construire une équipe ou servir des clients. oui, 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 C'est oui, quoi oui. le truc dans lequel tu prends le plus de passion? Et est-ce que du coup, vu qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des limites? Ouais, c'est marrant. Moi, je pense, en tout cas, moi, comment je vois les choses, moi, mon projet dans la vie, c'est moi, c'est construire ma personnalité et mes connaissances et vraiment ma personnalité, c'est forger ma personnalité au fil des années et avec toutes les expériences par lesquelles je passe, que ce soit des expériences professionnelles, personnelles ou whatever that might be. Et du coup, pour moi, la passion, c'est un bon driver pour, voilà, rester engagé et rester motivé et continuer à aller de l'avant. Mais c'est important aussi de savoir se calmer quand il faut et prendre du recul et dire pour prendre des décisions raisonnables qui au final des fois même si tu es passionné par quelque chose si ça marche pas ça marche pas et il faut savoir passer à autre chose. Donc, tu dirais que tu prends du Mm. plaisir dans les challenges dans lesquels Oui, tu te sens pas forcément confiante à 100%. exactement, D'accord. exactement, Parce qu'à la fin de la journée, tu te dis, au moins, je me suis amélioré en tant que personne. exactement. Ok. Moi je suis a hardcore problem solver. Ok. Est-ce que... je sais pas comment la poser cette Mm. question. Just Euh, go for it. Non, 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 attends, je vais trouver la bonne manière. On parle de passion, on parle d'émotion. Attends, je suis en train de perdre mon truc là. Laisse-moi 30 secondes. Je vais y T'inquiète. arriver. Tu sais que ça m'arrive à chaque podcast, hein. Tu me donnes trop Bah, d'infos t'as vu dans tout ça. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que pour tu... me canaliser. Non, pas que ça. Pour apprendre à savoir que tu t'es amélioré. Je m'explique. Comment tu fais ton autocritique? I love this question. Donc ça valait le coup de galérer. Oui, oui, oui. Je pense que ça, c'est super important. Et je dirais pas que j'ai trouvé la formule magique ou absolue qui marche, mais c'est un process. En fait, it's one of those things. Le plus tu en es conscient, le plus tu vas faire d'efforts. Mais est-ce que tu as des tips? Tu as un journal Oui, alors, je suis pas très journal, moi. J'ai essayé plusieurs fois. ou Ça... un iPad? Ouais, mais en général, je pense mettre... ouais, c'est quelque chose... Mettre à J'aimerais m'améliorer. l'écrit. Funny enough, c'est une de mes résolutions 2025, c'est d'écrire plus. Mais en fait, l'entourage... Juste pour... Ah bah tiens, vas-y, explique-moi. L'entourage Pourquoi est l'entourage super est simple important. et pourquoi c'est moins simple que d'écrire? Enfin, pourquoi c'est plus simple, pardon, l'entourage que d'écrire pour extérioriser ce que tu veux? Parce qu'en fait, c'est pas un one-way conversation. Enfin, tu as une conversation. Tu parles à quelqu'un et surtout si la personne, tu la connais bien, tu sais que c'est quelqu'un de bienveillant, tu leur fais confiance, il y a de l'amour et de la bienveillance, bah, tu peux être vraiment vulnérable. C'est plus simple d'être vulnérable avec quelqu'un qu'avec soi-même? Oui, oui. Des fois, oui. Ok. Mm. Ah, tellement intéressant. Des fois, oui. Et en Tu- fait, mine de rien, des fois, parce que dans ta tête, quand tu es juste tout seul dans ta tête, tu as plein d'idées et d'idées qui se contredisent l'une avec l'autre. Et au final, tu sais pas, tu arrives pas à être objectif. Quand tu parles à quelqu'un et qu'il y a un échange et une perspective de l'extérieur, bah, tu arrives plus à, en fait, Think ça apporte out de of the l'objectivité. box. Non, mais Exactement. c'est comme parler de ton idée à plein de gens. Exactement. Et ça apporte de l'objectivité dans la pensée. Parce que tu te dis, ah oui, en fait, Mm. parce que je te donne un exemple tout bête. Si moi je parle à quelqu'un avec qui je suis très proche et je leur dis, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose avec ma carrière et tout,
ça peut être parce que j'ai eu une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou je suis déprimée ou quoi que ce soit. Bah, la personne, elle peut me regarder et me dire, ah, mais attends, mais Oui, mais elle n'a pas le même c'est pas vrai. référentiel que toi. Ton objectif et le mot réussir sa carrière, c'est peut-être pas la même rêve, toi et elle. Ben justement, c'est important que ce soit une personne qu'on connaît depuis longtemps, et, tu Ouais, vois, de la d'être en famille, des confiance. amis, un partenaire ou quoi que ce soit, pour que l'échange soit vraiment bien argumenté et surtout très proche de la réalité qui se passe aussi dans ta tête. If that Et- makes sense. Question toute bête, est-ce que tu arrives à choper ça avec d'autres personnes que ton entourage? Dans le milieu professionnel, tu veux dire? Bah, je me dis, tout le monde connaît pas ta vie perso, Oui. même au boulot. Oui, 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 Est-ce oui. qu'il y a des gens avec qui tu arrives à retrouver cette vulnérabilité? Oui, bien sûr. Alors, non, pas bien sûr. Oui, dans l'idéal. Plus compliqué dans la pratique? Voilà. En fait, avant, moi, je viens d'une entreprise qui a une très forte culture et qui encourage beaucoup le fait d'avoir des mentors, C'est laquelle? Je travaille dans une banque américaine. Ok. Et donc, dans la culture est très, très forte. Ok. Et en fait, ce système de mentorship, moi, ça me plaisait beaucoup parce que tu avais un mentor dans un autre département qui n'était pas très lié à ton département, mais c'est une personne qui était beaucoup plus senior que toi. Ok. Et du coup, tu pouvais aller les voir pour justement parler de sujets qui sont relatifs à ta carrière, ton épanouissement, prendre des idées, etc. Et aujourd'hui, même si, bah, du coup, dans la boîte, vu qu'il n'y a pas plus senior que moi, malheureusement, en fait, j'ai appris, surtout l'année dernière, à faire un effort et à aller vers mes peers, des Ok. fondateurs d'autres boîtes. Avec quel intérêt? Bah, parce qu'en fait, au final, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes et on a tous le même débat dans nos têtes. Qui est est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis trop impulsif ici? Est-ce qu'on est trop Tu lent cherches de là? la rassurance à ce moment-là? Pas forcément, parce que je trouve qu'à à mon âge, l'assurance, c'est moins important que, voilà. Oui, mais bon, il n'y a pas plus- d'âge. Enfin, pour l'entrepreneuriat, Oui, alors oui, in a way, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas tant de la rassurance que oui, we all have the same problems. Ok, super. parce que non, les entrepreneurs, j'ai l'impression qu'aussi, ils vont te dire, non mais, t'inquiète. Genre, sur LinkedIn, Oui. on dit ça, mais en réalité, c'est quand, bah, nous non plus, on sait pas exactement et on avance Oui. au quotidien. Et peut-être toi, ça te permet de dire, ok, donc c'est bien les questions que je me pose, mais il faut pas forcément que ça me bloque. Exactement. Donc, Faut pas que c'est ça... comme ça que j'ai de la rassurance. Exactement, that makes sense. Mais aussi pour voir comment eux, ils voient les choses. Et des fois, en fait, j'ai surtout un petit groupe de potes fondateurs qui sont dans des stages un peu plus ou moins similaires à celui de Sifflet, dans le space de Sifflet, qui rend les choses Ok, encore donc plus la simples. data, ok. Voilà, et en fait, on se rend compte que déjà, on a tous les mêmes problèmes, comme j'ai dit, mais surtout qu'on se pose tous les mêmes questions, bien sûr, mais que des fois, on prend un café ensemble et on trouve la solution à nos deux problèmes. Ouais, ok, je Tu vois ce vois, que tu parce veux que dire. moi, j'ai une perspective différente du sujet que l'autre personne et vice-versa, et ça permet en fait d'avoir un débat Un plus visu- healthy. Ouais, je vois très très bien. Et Mm. parfois, tu peux rapporter une histoire et ton Oui. interlocuteur va la comprendre différemment. C'est Donc, ça, exactement. est-ce que tu te connais bien? Je crois savoir que oui. Je pense, oui. C'est quoi le jour où est-ce que tu t'acceptes? Aussi, beaucoup. C'est quand le jour où il y a eu un switch et tu as commencé à prendre conscience de ta valeur et à vouloir l'exploiter? Donc, c'est t'accepter et te connaître aussi. Euh, T'as toujours été à l'aise dans tes baskets depuis le début ou pas Je forcément? pense, oui. Je pense que j'ai toujours eu un bon, comment dire, sense of being. Je sais pas comment dire en français. Sens de... Ouais, je sais pas. Sens de soi. Ouais, tu me balances des trucs Voilà, là. sense of being. Je sais, ouais, j'ai pas l'équivalent. Désolé les amis, je saurais pas traduire ça. Je pense que ça, je l'ai toujours eu. Et c'est peut-être dû à, je sais C'est de pas, la au conscience. milieu dans lequel j'ai baigné ou l'éducation que j'ai eue ou whatever. Mais je pense que c'est important, c'est quelque chose que j'ai appris avec les expériences professionnelles que j'ai eues. Tu peux avoir en fait autant d'assurance et de sense of self et ce que tu veux, mais le plus important, c'est d'avoir un bon niveau de self-awareness.
Donc, alors, quand tu dis self-awareness, donc c'est vraiment, voilà, pour le coup, c'est être conscient de soi, quoi. Être conscient de soi, Ok. Donc, ça veut du dire bon et être du mauvais. Voilà, en fait, c'est quoi? C'est te dire que si tu es mauvais dans certaines choses, tu vas aller demander de l'aide ou tu vas pouvoir Exactement. t'améliorer. Exactement. Ok. Et pour moi, ça, c'est vraiment le skill le plus important chez un entrepreneur. Ok, parce qu'il doit enlever tout le côté Ah oui, oui, émotionnel oui. et, Ah oui, oui, et oui. l'ego. Mais c'est pas dur quand même. Si, On reste mais des humains. t'as pas Quand le tu choix. manges une journée à 12 heures de travail le Ouais, soir, c'est dur que quelqu'un te dise ton idée, j'y crois pas, ou là, tu es vraiment en train d'aller dans le ouais. mur. Comment. Enfin. Mais t'as pas le choix. Ouais. Justement, c'est là où, où tout à l'heure, je parlais de la distinction entre être CEO et être founder. Peut-être que le founder en toi, il va se vexer si les gens disent le produit est mauvais. D'accord? Je te donne un exemple très concret. T'as un client qui dit, ouais, le produit est pas terrible, ça coûte trop cher. Le founder en toi, il va être vexé. C'est normal. Tu vois, c'est ton bébé. C'est presque sain. Voilà. Le CEO ou la CEO en toi va dire, OK, ça c'est un client important, c'est un mec intelligent, il y a du feedback à prendre, je vais aller me renseigner. Donc, emotions. Ah oui, emotions aside, et tu te Ouais. dis, this is a problem I need to solve. C'est Ok. plus une question de, je vais me vexer parce que... Et donc, il n'y a pas eu de switch dans même ton évolution à titre perso en tant que femme, en tant que personne humaine, tu vois. Il n'y a pas eu de switch dans ta vie, même si on parle pas de ce switch, mais juste Ouais. comprendre, tu vois, l'avant-après. T'as pas eu un truc, tu t'es pas réveillé un matin en te disant, je suis conscient de ce qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Non, je crois pas que ça soit fait comme ça du jour au lendemain, Ouais. mais il y a eu des étapes dans ma vie qui ont fait que, on va dire, le changement s'est accéléré. C'est du durant... perso ou c'est dû aux différents jobs que tu as eus, aux bonnes Je pense études? un peu des deux. Un peu de Et tout. ouais, je pense un peu des deux. Et c'est très lié parce qu'au final, c'est la même personne qui est dans le perso, le pro. Mais je pense que oui, alors moi je suis assez reconnaissante du milieu professionnel dans lequel j'ai baigné tôt dans ma carrière parce que ça m'a vraiment permis de voir l'importance d'avoir un bon niveau de self-awareness, de connaissance de soi, de connaissance de ses limites. Parce que j'étais dans un milieu qui était très stressant, j'étais entourée de gens brillants. C'était vraiment... encore une fois, je vais te sortir une phrase en anglais. You get humbled every day. Ah ouais? Les clients sont très intelligents, tes collègues sont très intelligents. Mais ils sont humble, c'est vraiment pas l'adjectif que je donnerais à tout le milieu de la finance. Ça dépend. En fait, alors you get humbled, il y a une différence entre you get humbled et... Alors, you get humbled, c'est parce que soit quelqu'un fait un truc de fou devant toi, soit ton boss te rabaisse devant tout le monde. Tu vois, Exactement, donc mais l'un comme l'autre te permet, en fait, si tu as assez de maturité et de prise de recul, ok, de d'apprendre dissocier l'émotionnel et de reprendre et de dire, OK, c'est quoi la leçon dans tout ça? pour m'améliorer. Et quand ça arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, bah, tu crées un certain coping mechanism qui te dit, OK, Du mimétisme. voilà, mettant l'émotion à part, je peux manager l'émotion plus tard en faisant du sport ou en voyant mes potes ou whatever. Mais essayons de voir objectivement la situation. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Mais ce que... On avait dit qu'on serait pas d'accord sur tout. Au call de prépa. Le travail, c'est ça? Le travail, c'est enlever toutes les émotions pour prendre les meilleures décisions le plus rationnelles possible? Non, parce que des fois, tu as besoin... Non, c'est pas du tout ce que je dis. Parce que Ok. des fois, l'émotion, elle est importante pour ne pas prendre beaucoup de mauvaises décisions. Et puis même, je veux dire, le plaisir est une émotion, enfin, ou Bien le sûr. bonheur, mais je souhaite que les gens chopent du bonheur de 9 à 19 et pas forcément Mais le 100%, soir, tu vois. mais à 100%, c'est ça Ok. le but. C'est ça le but, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand tu as un débat entre l'émotion et le concret, et l'objectif, Le le rationnel, bah, des fois c'est bien de savoir dissocier Ok. dans quel moment tu mets l'un ou l'autre en Mais on ou t'occultes off. pas l'un ou l'autre. Ok. Voilà, exactement, C'est pas- parce qu'au final, on n'est pas des robots. Non, mais c'est ça en fait que je Tu voulais. vois Mais ce que je veux dire? on l'a pas dit, tu as évolué donc en finance. Oui, et j'ai toi, commencé ma carrière en finance de marché. Ok. Mm. Morgan Stanley? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ok. Et c'est trop drôle parce que j'ai fait finance, mais du coup, je sais pas lequel est meilleur. Moi, je les mets tous dedans. Donc Bien sûr que Goldman Sachs est meilleur. Voilà, I knew it. Question. On revient même avant ça. T'es la mathématicienne nerd. T'étais à Centrale, c'est Ouais, ça? j'ai fait Centrale, j'ai fait maths appliquée. Ok. Est-ce que la nerd,
suis vulgaire, enfin je veux le dire de Non, manière non. vulgaire, mais non c'est pas vulgaire, mais moi je veux que ça soit péjoratif. Mhm. Est-ce que la nerd de 18 à 23 ans potentiellement Oui. se voyait entrepreneur un jour? Est-ce que... C'est marrant parce que, comme tu dis, j'ai fait Centrale et l'une des valeurs de l'école Centrale, c'est que l'étudiant de Centrale, c'est un entrepreneur, innovateur, je sais plus c'est quoi la troisième, mais il y a entrepreneur dedans. Ok. D'accord? Et du coup, on est encouragé à faire de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de... on fait intervenir beaucoup d'anciens de l'école qui sont entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de visibilité voilà, là-dessus. Ok. ouais, voilà, il y a beaucoup de communication sur le sujet Ouais. qui peut inciter l'un ou l'autre. Mais je vais pas te mentir, j'ai commencé ma carrière dans une grosse boîte, donc c'est très loin de l'entrepreneuriat. Donc tu te rends compte par exemple que c'est ton parcours qui t'a mené à l'entrepreneuriat, mais par contre t'as jamais eu de sensibilité particulière plus jeune là-dessus? Non, je crois pas. Mais après, quand j'ai commencé ma carrière en finance, j'étais dans un milieu assez particulier parce que j'étais en Asie, j'étais sur un nouveau marché, Ok. un nouveau produit, etc. Ce qui a fait que c'était très entrepreneurial au final. Ok. Et en fait, ça m'a permis de voir que concrètement, l'entrepreneuriat, oui, ça peut prendre plusieurs formats différents, mais c'est quelque chose qui me plaisait surtout. T'as pris combien de temps avant de monter Sifflet? J'ai travaillé pendant 6 ans. Ok. Mm. Et je veux comprendre comment t'as démissionné. T'as démissionné pour monter Sifflet? Oui. Comment s'est prise la décision? Combien de temps ça a pris? Est-ce que c'était du risque? J'imagine que oui. Oui. C'était quoi les émotions? Ouf. C'était pendant Covid déjà. Ok. C'était pendant Covid. En fait, je réfléchissais au sujet de faire de l'entrepreneuriat depuis quelque temps. Donc, c'était pas... je savais que j'allais pas quitter Goldman pour aller chez Morgan Stanley, par exemple. Ok. Et il y a eu Covid. Et j'étais en Asie, donc c'était un peu particulier comme... Tu bossais où? J'étais à Hong Kong. Tu bossais à Hong Kong? Ouais, je bossais à Ok. Hong Kong. Oh, t'as vécu à Hong Kong il y a quelques années, non? Oui, j'ai passé Les 5 ans à Hong émeutes Kong. et tout, ok. Oui, j'ai tout vu. Ça va? Bah oui, j'ai que des bons souvenirs de Hong Kong globalement, j'aime beaucoup. Trop cool. C'était chouette. Du coup, il y avait beaucoup de facteurs en fait qui ont fait qu'au final, j'étais prête à y aller, quoi. Tu vois, et j'ai vu Sifflet comme étant vraiment un bon trigger pour pour te raconter toute l'histoire. Donc j'étais chez Goldman, je voulais partir faire autre chose. Je connaissais un peu le sujet parce que je l'ai vécu chez Goldman, le sujet de data quality. Je me renseignais dessus juste par curiosité. Puis je suis retombée sur quelqu'un avec qui j'avais fait Centrale, qui lui pensait à lancer une société dans le space et j'ai décidé de le rejoindre avec notre troisième associé. D'accord. Donc ok. c'est comme ça que C'est comme ça que ouais, s'est- c'est Et vous comme avez ça que ça s'est bifurqué fait. après du space à la data, du coup? Comment ça? Ouais, attends, j'ai pas compris. Tu dis la personne que t'as rejoint, mais elle montait une boîte dans la space? Non, dans le space data, de data analytics. D'accord. Ah, j'ai pas... Voilà, c'est ça. Moi, non. j'étais en space tech. Non, pas space tech, non. Ok. Et Ça a pris combien de temps, ça? Je veux comprendre la graine qui... moins de 6 mois, parce que j'avais un non-compete. C'est même pas un non-compete. Agreement, Je peux pas en ouais. parler, mais j'avais un contrat avec Goldman qui m'empêchait d'être au bord d'une entreprise. D'accord, ok. Mais la première fois que le mot entrepreneur te Oui, parle oui. et le moment où tu deviens entrepreneur, il se passe combien de temps? Et est-ce que tu peux me donner un... Moins de 6 mois. Et en ces 6 mois, c'est Mm. quoi l'élément le plus gros qui t'a convaincu de te lancer? J'imagine que, alors cartésienne comme t'es, c'est sûr que t'as pesé les pros and cons. Bah en fait, ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que oui, tu dis cartésienne et tout, mais je suis quand même quelqu'un d'assez risk-taker. Pour te donner une idée, je suis partie, quand j'ai fini mes études, je suis partie à Hong Kong sur un coup de tête. D'accord. Vraiment, je passais des entretiens à Londres, j'ai rencontré quelqu'un de l'équipe de Hong Kong qui était à Londres, il m'a proposé un job, j'ai dit oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce job? C'est la personne, c'est... Bah, en fait, c'était le côté différent, nouveau, exotique, excitant. Et moi, j'aime beaucoup
Donc, c'est aussi ça qui m'a en fait dirigée vers l'entrepreneuriat au final. On enchaîne sur siffler, je veux comprendre, c'est quoi la première pierre que vous mettez? C'est quoi la première étape? Une fois que tu as démissionné. Alors, une fois que j'ai démissionné et que... en fait, j'ai démissionné, j'ai rangé toutes mes affaires au milieu de Covid et je suis rentrée au Maroc chez mes parents. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, c'était vraiment le... C'était quoi, t'avais l'impression de régresser dans ta carrière? Ah, non, au contraire. Mais c'était vraiment l'entrepreneuriat comme on l'entend dans les histoires, tu vois. J'étais dans le garage. Ah oui, non, mais t'es rentré pour monter la boîte. Oui. Ah oui, ok, d'accord. Oui, mais j'étais pas... il faut savoir que je suis passée d'un job en finance et j'habite dans un penthouse à Hong Kong et j'ai fait mes valises, j'ai pris mon chien et je suis rentrée chez mes parents au Maroc et mon premier bureau, c'était ma chambre d'ado. T'as lâché un salaire à combien? Je peux pas te dire. Tu peux donner une tranche? Disons qu'aujourd'hui, je suis sur une fraction qui est moins de 10% de ce que j'avais avant. Donc tu gagnes moins d'un dixième, ok, d'accord. Ça va, tu vis aujourd'hui. Donc Oui, tu vivais bien sûr. gracieusement avant. Ok, très Oui, bien. voilà. Non, mais c'est bon, c'est que c'est bien payé en finance. Tu penses être un jour aussi riche en tant qu'entrepreneur que tu l'as été en finance? Je pense que c'est pas ça va paraître un peu la dida, mais t'as deux types de richesses en fait que tu cherches dans la vie. T'as la richesse de l'épanouissement vraiment de l'intérieur où tu te dis je suis vraiment en train de créer quelque chose de spécial. Mhm. Et c'est ce que t'as quand t'es entrepreneur si t'es successful. La richesse au sens dollar, ça tu peux l'avoir dans plusieurs carrières. Et Oui, bien sûr, mais c'est la question que je te pose. Est-ce que tu penses, toi, dans ta c'est pas tête, le la même retrouver? objectif. Tu ne réponds pas à ma question. Non. Je dis pas que tu entreprends pour l'argent. Alors tu me dis quoi? Que le facteur financier était beaucoup plus important quand tu étais chez Goldman et dans ta carrière en finance, plus qu'en entrepreneuriat? Non, même pas. Mais c'était, disons que c'était un énorme facteur quand j'étais en finance. J'avais un job qui était bien payé, j'évoluais très vite et je travaillais avec des gens intelligents. Disons que c'était ça le... Et quoi, ils sont pas intelligents en entrepreneuriat? Non. Alors, pas du tout. Au contraire. Oula. Non, au contraire. Je le dis très publiquement. Je travaille avec des personnes chez Sifflet, des personnes les plus intelligentes avec qui j'ai jamais travaillé dans ma vie. Donc, il n'y a pas de question ou de doute là-dessus. Shout out to the Siffletiers. Shout out. Mais non, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est pas... C'est pas une finalité l'argent. c'est pas une finalité, voilà. C'est Est-ce ce que j'essaie- ça aurait pu l'être un peu plus en finance du coup? Disons qu'en finance, en fait, tu évoluais parce que ça te permettait d'avoir un package plus gros, plus de responsabilités, plus de Donc challenge. l'objectif est financier. Alors qu'ici, je vais pas être promue pour être plus que CEO l'année prochaine. Et puis, ouais, en fait, ok. Et tiens, c'est très intéressant. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y en a un, tu es focus sur ta carrière. Là, Voilà. tu es focus sur un bateau que tu fais grossir. Bah, et c'est que ça. tu pilotes. C'est ça. Et en fait, la prise de plaisir, elle est complètement différente. Parce qu'avant, je mesurais l'évolution de ma carrière avec mon salaire, avec le niveau de responsabilité, avec les gens qui me reportaient, etc. Là, je mesure le niveau du success dans ma carrière. En fait, c'est même plus ma carrière, mais en fait, c'est Sifflet. Et C'est tout ce projet. c'est plus complexe, ça met plus de pression. Et surtout, it's bigger than me and my career. Je Tout sais. à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très important. Si jamais un jour je suis plus chez Sifflet, Mhm. ça reste quand même une boîte que j'ai fondée. Tu vois, c'est mon succès professionnel. Alors que le jour où j'ai quitté Goldman, j'étais plus employée de Goldman et ma carrière chez Goldman était terminée. Enfin, ouais, je Tu vois vois ce la que différence? Parce que je dirais pas que j'ai rien créé chez Goldman, mais... Non, mais bon, c'est une boîte énorme, on se souvient pas de toi, quoi. Je déconne. Euh, Non, je rigole, là, c'était pour être méchant. Je veux juste savoir, c'est quoi ta responsabilité par rapport aux équipes? Et je bondis là-dessus parce que c'est parfait. Et j'ai pas oublié, on parle du Maroc, du garage, et on va revenir là-dessus. Oui, ça, C'est la c'était drôle. parenthèse. Mais Mm. par contre, la responsabilité vis-à-vis de tes équipes, étant donné que tu m'as parlé de la culture d'entreprise chez Goldman, qui t'a Oui. beaucoup impacté. J'aimerais comprendre là, on parle du fait que tu as créé un truc plus gros que toi et tu embauches des gens. Oui. La pression, c'est quoi la différence que toi tu vivais avant en tant qu'employé qui veut augmenter et gravir les échelons versus aujourd'hui? Je vais te dire c'est quoi la différence parce que j'y pensais justement cette semaine quand tu m'as posé tout à l'heure la question par rapport à ma semaine. En fait, quand j'étais chez Goldman, on avait, entre guillemets, un playbook de voilà la culture de la boîte, Mhm. voilà, c'est pas moi qui l'avais créé, c'est les fondateurs de Goldman qui l'ont créé ou les employés Donc, pre-IPO tu de Goldman, répliques etc. un truc où tu rentres dans un process. Mais en fait, tu rentres dans le process, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais si tu rentres dans le process, c'est que a priori ça te plaît.
en tout cas dans la globalité de la chose, et tu arrives et tu baignes dedans, ça forge ta personnalité, ça t'apprend des trucs, ça te fait découvrir des choses sur toi et sur le reste. Et derrière, tu prends ce bâton et tu le transmets au fur et à mesure. Ok. Quand tu recrutes des gens, tu recherches ça, mais tu recherches surtout des skills que tu vas polish, Ok. et ainsi de suite. Quand tu crées une boîte, en fait, moi, c'est marrant, j'ai un peu sous-estimé ça, pour être complètement honnête, tu vois. Quand tu crées une boîte, tu crées la culture aussi. Ok. Et du coup, la culture, comment est-ce qu'on la crée? C'est pas juste comment tu parles ou comment tu t'exprimes ou comment les gens y voient, mais en fait, tout, you're under the microscope, parce que Bien les gens, sûr. ils te regardent et ils cherchent des clues. Tu vois ce que je veux dire? Ils cherchent des guidelines. Bah, ils veulent comprendre où est-ce qu'on va, et on va être honnête. Toi non plus, tu sais pas où est-ce que vous Des allez. fois, oui, C'est compliqué. c'est ça qui est dur. Est-ce qu'en tant que CEO ou en tant qu'entrepreneur, et on parlait de radical candor, d'être honnête, est-ce que c'est un truc positif de dire à tes équipes que là, par exemple, on est en train de tenter des choses, mais on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas exactement où ça va, ou à l'inverse, il faut grave les rassurer, se la jouer, on va tout défoncer, quitte à ce qu'on se retrouve dans une récession, et je crois que c'est ce qui arrive. Oui, alors en fait, c'est une excellente question. Moi, pour revenir au sujet de self-awareness, etc., moi, je suis consciente du fait que, tu vois, I'm a first-time CEO et first-time entrepreneur. Donc, first time, t'as droit à l'erreur. Exact. Oui, quand même. Mais en fait, moi, j'ai pas tant de problème avec l'erreur. Tant que tu apprends vite et que tu passes à autre chose, c'est pas. Moi, j'aime pas me retarder sur le problème. Ça sert à rien. Comme je disais tout à l'heure, hardcore problem solver. Et du coup, en fait, t'as envie, en parlant de la culture de Goldman justement, parce que je sais que ça a la réputation que ça a, et on va pas rentrer dans le détail. Je connais pas trop, je connais plus Okay. l'écosystème. Moi, globalement, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées, sinon je serais encore là, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai essayé de beaucoup, ou quand j'ai commencé à siffler, j'ai essayé d'éviter à tout prix ce que j'aimais pas chez Goldman et d'essayer d'insister sur ce que j'aimais chez Goldman. Et en fait, ça a créé un déséquilibre dans le message, au final, quand tu te rends compte. C'est que soit tu es trop dans le positif et on a l'impression que ça manque de transparence, de crédibilité, voilà. Soit tu es trop dans le négatif et du coup, les gens sont déprimés, ils sont plus inspirés. Mais je pense qu'avec le temps, il faut avoir assez de prise de recul, de self-awareness pour dire il faut parler du bon et du mauvais et en fait dans la vulnérabilité au final il y a une force, c'est la confiance, tu transmets la confiance, voilà, exactement. Je veux juste revenir là-dessus. Si Siffler voit le jour au Maroc, il se passe combien de temps après? Putain, if only I knew. Oui, attends, redis. Si Siffler voit le jour, oui. Au Maroc, dans le garage de tes parents, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. C'est quoi la suite? Ouais, je voulais comprendre un petit peu. D'ailleurs, ils ont changé depuis que j'ai quitté pour dès que Siffler a eu un nouveau bureau, ils m'ont dit ok, bah du coup ta chambre elle n'existe plus. Ah ouais? On va la merge avec la cuisine. Ah oui, donc ils ont pas changé de baraque, ils ont juste viré ton. Ils ont dit comme ça tu retournes plus ici. Et vide-nous tes affaires. C'est ça, c'est terminé. Ton ordi, tout ça, enlevé. Faut pas que tu penses que tu peux retourner encore. Anyways. Je vois très bien. Les messages subliminaux des parents pour pour te dire en tant qu'enfant, tu as grandi. C'est ça, ouais. T'as 30 ans, voilà quoi. Après, on a rejoint un incubateur et je suis arrivée à Paris quelques mois après. On a levé le seed en septembre 2021. Donc ça s'est passé très vite. Attends, entre la création au Maroc et j'ai quitté Goldman en septembre 2020. Bon, il y a eu un an. Il y avait une période où je pouvais pas faire grand chose vu de mon contrat. Ouais. Et ensuite tu as commencé. Et ensuite on a commencé concrètement. On a rejoint l'incubateur en mars, j'ai envie de dire. On a incorporé la société en juin et on a levé le seed en septembre. T'as quoi quand tu lèves ton seed? Ça ressemble à quoi, Siffler? Est-ce que c'est juste un deck? Est-ce qu'il y a déjà une V1 du produit? Il y avait un deck, pas très joli, mais c'est le métier des investisseurs que de prendre des paris, hein. Donc c'est aussi. Ouais, franchement, kudos au mec qui a fait notre site, Yannick Oswald. Il parle français d'ailleurs, je suis très très reconnaissante. Il y avait pas grand chose, hein.
C'est un deck, c'est quoi? C'est une vision? Il y avait un deck et des maquettes et des bouts de code. Il n'y avait rien de vraiment fonctionnel. Ok. Il y avait surtout une idée et beaucoup de... Genre, ça sautait aux yeux que l'équipe fondatrice était des gens smart et ambitieux. Il y avait une pré-embauche, c'est con, hein, mais est-ce que tu dois déjà dire, ben voilà, nous on a besoin de cet argent, mais derrière on sait déjà que ces 3 personnes-là, c'est les premiers employés qu'on veut recruter. En fait, est-ce que tu montres presque qu'il y a un pied plus que de la strat qui est déjà dans, tu vois, dans l'opérationnel? Bien sûr, sinon tu n'arrives pas à lever de l'argent. Il faut montrer que tu n'as pas juste Balance l'idée. les tips, là. C'est quoi les secrets pour lever de l'argent? En fait, il faut avoir déjà... En fait, il y a 3 éléments importants, surtout dans une levée de seed. Il faut que tu arrives à montrer que ton marché il est assez gros. D'accord? Donc, il faut que tu arrives avec assez de données qui donnent confiance à la personne qui te parle, que ton marché il est assez gros. Ces données, c'est quoi? Tu les récupères sur Internet? Ces ou tu données, fais oui, voilà, tu fais des recherches sur Internet, tu regardes, nous par exemple, comment on existe dans le monde de data et AI infrastructure. Tu as des chiffres partout, tu sais Ouais, combien. ça, c'est plus simple pour vous. Ouais, en fait, tu peux faire du market sizing de façon relativement simple. Maintenant, ton marché il peut être toute la terre, mais il faut que tu arrives à exprimer aux investisseurs comment tu comptes. Parce que dire à un investisseur, ouais, je vais aller prendre toute la terre, il n'y a personne qui va te donner de l'argent. Oui, bien sûr. Il faut que tu dises. Faut être ambitieux, mais avoir de focus. l'exécution. Ouais. Voilà, avoir un En sens fait, d'exécution. c'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, tu arrives et tu dis, voilà mon Vision, business plan, exécution. c'est on va exécuter sur ce pilier-là, puis on va s'étendre ici, et on va aller sur cette géographie, ce type de client. Ok. Ça, le plus tôt tu arrives à l'articuler dans tes levées de fonds, le plus rapidement et la meilleure qualité d'investisseur tu vas avoir dans ta cap table. Et donc ça, c'est un travail qu'on avait fait au début. Ensuite, ensuite, il faut que tu montres que... Parce qu'il y a l'exécution, on va dire, plus go-to-market, etc. Mais il y a l'exécution du produit, genre comment est-ce que tu vas construire concrètement. Sachant que juste, ok, t'es mathématicienne. On est 3 mais ingénieurs, moi, mes t'es cofondateurs. causes quand même, c'est-à-dire que tu vas comprendre le code, pas le code, l'algo, et on va parler de, j'imagine, enfin, il y a de l'AI, on va en parler. J'ai mais commencé ma carrière en ML Engineering. Ok, mais la partie product, tu comprends? On te parle du Bien UX, sûr. UI, de code, tu comprends? Ok. Non, oui, alors... Moi, je comprends pas. Hein. Je vais Si te je dire- dis ça, c'est pas... je teste je pas. vais te dire ce que je dis à mes équipes. I know enough to be dangerous. Ok. Mais non, mais je comprends bien sûr plus que le average, on va dire. Mais après, Ok. je suis pas dans le code. C'est pas dans l'intérêt de l'équipe que je sois dans le code. Hein. Non, bien sûr, mais après, Ouais. c'est important. Ça, on revient à la même chose. Mais je on se comprends disait, assez pour savoir ce Et qui marche, c'est ce qui marche pas. Hein. Sans ça, tu pourrais pas avoir un nez dans tout ce qui se passe encore aujourd'hui C'est avec ça. 40 personnes. Exactement, Ok. exactement. Et ça, c'est super important. Ça vous a pris combien de temps de lever un seed? Franchement, pas beaucoup. Hein. 2 mois. Ok. Mm. Et c'est quoi la suite? Alors, j'aimerais bien savoir allez, rentre pas sur tout ce qui se passe, mais juste seed série A, entre les deux, il se passe Ouais. combien de temps et vous faites quoi? Qu'est-ce Yes. que tu apportes à la série A Yes. pour qu'ils disent ok, let's go? Alors, déjà, entre Seed et Serie A, c'était 1 an, pile poil. Ok. Voilà. C'est rapide. C'était assez rapide, ouais. Habituellement, c'est un peu Mm. plus. Ok. Donc, on a levé le seed, on a recruté une petite équipe, principalement des devs à l'époque, pour construire le produit, justement. Et on faisait ce qu'on appelle des design partnerships avec des prospects. Super, ça. Donc, c'est-à-dire que c'est l'époque, en gros. Voilà, exactement, c'est des POC. Tu co-construis le produit avec leur feedback. Exactement, parce que Et tu chopes des clients assez rapidement. hopefully, c'est l'idée. Ou alors, tu réalises que c'est pas la typologie de client qu'il te faut. Parce que nous, en fait, on est plutôt arrivé à cette conclusion-là. Non, en fait, tu diriges tout. C'est-à-dire que tu commences à sourcer des clients tout en construisant ton produit avec des feedbacks métiers. C'est ça. Ok, ouais, c'est hyper C'est ça. intéressant. Et en fait, un autre sujet sur lequel on a beaucoup appuyé au début, et aujourd'hui, je suis vraiment très contente qu'on ait eu ce judgment call. C'était... alors moi, quand on a commencé Siffler, Ouais. alors, moi, j'ai fait mes études dans une école d'ingénieur française. Ensuite, j'ai travaillé avec des Américains. Donc, j'avais des a priori, entre guillemets. Which are. En fait, j'arrive, je me suis dit, en fait, on est 3 ingénieurs français. On est le résultat du système prépa grande école. Ils ont tous fait ça, ouais. Voilà, on va réfléchir de la même façon tous les 3, I think. C'est possible. Tu vois? Et on va construire le produit qu'on pense être le plus stylé.
Et on va tomber dans le piège dans lequel tous les entrepreneurs, ou la plupart L'entre-soi. des entrepreneurs français techniques dans lequel ils tombent, c'est je crée le produit le plus sexy de la Terre, mais tu te rends compte qu'en fait, ils ne se vendent pas. Ah, ils savent pas. Ok. Et moi, c'était ça, en fait, c'était ma crainte au début. Et VLC, ça te parle, VLC Media bien Player? sûr, ça a C'est été une créé à histoire de Centrale. Centrale et tout. Of course. D'ailleurs, c'est le fondateur de Datadog, il fait partie des créateurs du VLC. Il y en a beaucoup, en fait, c'est de l'open source. Moi, j'ai eu le fondateur de De Mooncard Dashlane aussi, à Dashlane. l'époque. Mais bon, Dashlane, lui, il est c'est plus une jeune. fintech, mais bref, ça, c'était la parenthèse, mais ok. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'au tout début du podcast, quand je t'ai dit c'est important d'avoir de la self-awareness et de savoir le bon et le mauvais chez toi, parce que plus tu connais le mauvais, plus tu anticipes en fait les problèmes. C'est quoi le mauvais chez toi? Ah, il y a beaucoup. Hein. Allez, faut un autre donne-moi podcast pour ça, hein. un mauvais. Allez, tu nous parles trop d'honnêteté pour pas que je t'emmène là-dessus. Ouais, mais bien sûr. Allez, Ça dépend du sujet. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un de très, très impatient. Ok. Je suis très impatiente, je suis très impulsive. Ok. Et des fois, je peux être dans le contrôle. Ok. Voilà, c'est dit. C'est beau. 3-3 qu'elle nous a balancé T'as vu, comme je t'ai ça. donné Ça va finir sur tous les réseaux. Voilà, je t'ai donné 3 et je pense que... Et les what it is, tu vois, je suis en paix avec moi-même et en fait, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, un truc que j'ai appris chez Goldman, que j'essaie d'instaurer chez Sifflet, c'est un modèle qu'on appelle How to Work With Me. Et tu crées en fait un document à tous les new joiners Pour que et les surtout gens le comprennent C-level. comment tu Voilà, et fonctionnes. tu dis, voilà ce que Ok. j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce qui me trigger. Si je te réponds pas, c'est parce que j'ai... Non, Voilà. mais c'est important ça de ouf. Ouais. En fait, tu donnes des sous-titres à des gens qui n'oseront pas parce Exactement. que t'es la big boss et qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur en arrivant. Exactement. Et c'est pas comme ça que t'exploiteras leur plein potentiel, quoi. Exactement. Et du coup, c'est important que les gens ils comprennent que moi, par exemple, quand on est en train de fundraise, j'ai pas le temps et je suis facilement irritable. Ouais, mais qu'ils comprennent pourquoi. Ce podcast touche à sa fin. J'ai une vraie question à te poser. Ok. C'est quoi votre right to win ou votre competitive advantage? Pourquoi vous allez tout défoncer chez Sifflet, selon toi? Je vais te dire. Alors... Vu la gestuelle, tu sais ce que tu bien vas sûr, me c'est dire. sûr, Là, je comme sens ça. le OK. Non. En fait, je vais te dire, je vais répondre à ta façon, à ta question en parlant plus du produit et de la technologie, d'accord? Et en plus, je te dis quelque chose qui est vraiment pas réplicable ou pas facilement réplicable. En termes de produits et de technologie, aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à vraiment démocratiser ce concept de data quality et data observability. De base, c'est un concept très dev, très technique. Les data engineers... DevOps, ouais. Ouais, mais plutôt data ops, voilà, Ouais, c'est ça. data Oui, l'équivalent ops, de DevOps dans data engineering. C'est très, très bien ce que tu viens de dire. Et donc, nous, on a pris ça, on a dit, en fait, la raison pour laquelle le sujet de data quality ne scale pas, c'est que le business n'a pas son mot à dire. Donc, le business doit avoir son mot à dire. Ou les utilisateurs data moins techniques, ils doivent avoir leur mot à dire. Mais tu dois pas faire de la pédagogie pour ça, pour qu'ils comprennent l'ampleur du problème, de l'enjeu? Si, alors au début, mais maintenant, les gens, ils sont tellement, en fait, soulagés de voir que... Parce que la donnée, c'est un produit aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Tu vois, et ça a une valeur transactionnelle. Sifflet n'aurait pas eu le même impact il y a 5 ans même ou 10 exactement. ans? D'accord, exactement. Il y a un momentum énorme. Il y a un momentum énorme et je trouve que nous, s'il y a bien un sujet sur lequel on a eu grave de la chance, knock on wood, c'est le timing. Nous, on est arrivé pile poil au moment où, voilà, it works. Et donc, il y a eu le timing, c'est quoi? Il y a eu le timing. Donc, juste pour finir sur notre avantage concurrentiel d'un point de vue produit, c'est que voilà, on est la seule solution qui a démocratisé le concept de data quality et l'a approché du business et du data consumer de façon plus généralisée. En fait, vous parlez à plein de personnes différentes. Exactement. Et puis même d'un point de vue adoption, et c'est un produit qui s'adopte plus facilement et de façon plus viral parce qu'il y a plusieurs parties prenantes en interne. Et plus c'est utilisé, plus on en parle. Voilà, c'est ça. Donc nous, c'est ça notre avantage d'un point de vue produit. Un avantage un peu moins évident, c'est vraiment alors, on parle beaucoup de company culture, etc. Et moi, je crois vraiment que c'est un avantage concurrentiel. Et la culture, c'est work in progress. Nous, on existe depuis que 3 ans.
et comme toutes les startups, il y a eu beaucoup de hauts et des bas, ce qui est Et normal. c'est pas la même à 40 et à 200. Et Exactement. je te souhaite d'atteindre 200 employés. Merci. Mais on a un point en commun avec tous les siffletiers, les gens qui travaillent ces sifflets, c'est qu'on est tous ambitieux, intelligents et on a du grit. C'est quoi, je t'interromps, mais Mm. bon, t'avais fini ou pas sur le J'avais compétitif? fini et moi je trouve que ça c'est un avantage concurrentiel. C'est quoi ta rêve sur ça? C'est-à-dire Est-ce qu'il y a une boîte? Me dis pas Ah, Goldman, j'aimerais qu'on non, reste dans notre alors sillon pas Goldman. tech ou start-up. Est-ce qu'il y a une boîte qui vous a inspiré ou qui t'inspire? En fait, il y a plusieurs boîtes qui moi m'inspirent sur des sujets différents. Non, sur Par ce exemple, sujet-là, pour moi. Alors la culture c'est un peu différent parce que moi je suis pas fan de prendre la culture d'une autre boîte et d'essayer de la répliquer. Ok. Mais tu prends les grandes lignes et tu essayes de voir comment, c'est quoi au final toi qui te correspond le plus. Sur la culture d'entreprise, est-ce qu'il y a une boîte, et tu vois, pour empower tes équipes et aussi être hyper ambitieux, un petit peu, tu vois, ces competitive advantage dont tu nous parlais, Oui. est-ce qu'il y a une entreprise qui a été une rêve pour vous? Alors, pas exactement. Et en fait, il y a plusieurs entreprises C'est et un mix. trajectoires d'entreprises qui nous inspirent, bien sûr. Par exemple, on aime beaucoup Datadog parce que c'est un sujet similaire, Mhm. mais dans une autre verticale ou dans une autre partie, en fait, du software chain, on va dire. On est beaucoup Snowflake parce que c'est un partenaire, mais c'est aussi une belle histoire de start-up, etc., qui aujourd'hui est une grosse boîte. Donc, il y a plusieurs boîtes qui nous inspirent sur des sujets différents. Et d'ailleurs, il y a plusieurs gens qui travaillent chez Sifflé qui viennent de ces boîtes-là, donc forcément, ils arrivent à apporter quelque chose avec eux. Mais moi, j'y crois pas trop à cette histoire de prendre un playbook Faut ou que ce soit voilà perso. et venir le. Non, faut que ça soit perso, il faut que ça soit authentique et unique, du coup. et unique, voilà. Ouais, Parce que un jour, tu as envie d'être la boîte qui inspire une autre boîte, mais bien sûr. voilà, mais t'as pas envie de calquer sur un autre modèle. Ok, Mm. ouais, il y a un côté presque artistique ou sinon c'est du plagiat et ce sera impersonnel. Exactement, c'est pas genuine. Ouais, je vois Mm. ce que tu veux dire. Je vais te poser une question, on n'en a pas du tout parlé. Et d'ailleurs, je te pose cette question, mais souvent je dis désolé si tu ne l'apprécies pas. De toute manière, tu me diras que tu veux pas répondre. Est-ce que tu considères qu'avoir été une femme a été un frein ou au contraire quelque chose qui t'a aidé dans ta carrière? Ouais, non, moi j'ai pas de problème avec cette question. T'as pas de problème? Non, au contraire. Je trouve Bah, que c'est un sujet, il faut l'aborder. On n'a pas beaucoup de temps, mais je veux savoir, ouais, qu'est-ce que tu considères là-dessus? Parce que tu vois bien que dans la finance, il n'y en a pas beaucoup. Et dans Ouais. l'entrepreneuriat, je sais pas s'il y en a encore moins ou je sais pas. Mais- Ouais. Alors moi, à titre personnel, je l'ai toujours utilisé comme catalyste pour me dire, en fait, voilà, il n'y a pas de différence entre moi et les hommes. Et si quelqu'un pense qu'il y a une différence, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Est-ce que c'est pas cette deuxième partie qui te motivait le plus? Un Parce- petit peu. Carrément aller dans des milieux d'hommes. Ah oui, oui, oui. Parce que je Ok, me tu dis... voulais prouver, ok. Oui, pour l'historique. Moi, j'ai 2 petites sœurs et donc on est 3 filles et mon père est un énorme féministe. Ok. Donc on a grandi avec cette idée de tu peux faire ce que tu veux. Tu peux réussir autant qu'un homme, voire plus. Et donc j'ai ces idées-là dans la tête déjà depuis toute petite. Mais en fait, moi, ça m'a pas... en fait, j'aime pas quand on l'utilise pour créer des excuses et dire ah mais oui, mais c'est parce que c'est une femme, c'est pour ça que la pauvre, elle a pas réussi. Ou j'aime pas ça du tout. Ok. Je trouve que voilà, en fait, ça revient à ce que je disais au tout début il faut pas focus sur le problème, il faut aller vers la solution. D'accord? Donc la solution, c'est que toi, en tant que femme, you push yourself et tu montres le modèle et l'exemple surtout à d'autres femmes qui doutent. Mais est-ce que tu leur dis, est-ce que tu diras à d'autres femmes qu'il faut faire plus que des hommes ou est-ce que à l'inverse tu leur Je trouve que diras... t'as pas besoin de dire aux femmes de faire plus que les hommes, elles le font déjà. Oui, mais c'est une vraie question que je te pose dans l'éducation et dans la transmission, notamment à des personnes plus jeunes. Est-ce que tu leur dis, parce que le cerveau humain est différent pour tout le monde, concrètement, ce message, il y en a qui vont se dire, ok, déter, faut que je fasse plus, et il y en a d'autres qui vont te dire, hors de question, si je dois faire plus, autant pas faire. Et c'est ça ma question, c'est comment toi tu ferais, c'est quoi, comment tu manipulerais ce message pour être sûr que, tu vois, les personnes se disent, oui, je peux me lancer et je devrais le faire sans forcément qu'elles se disent Oui. qu'elles vont avoir moins de chance que d'autres. Moi, je pense qu'il faut juste donner l'exemple. Il faut donner l'exemple et il faut le montrer. Le montrer Concrètement et Ok. parler en toute vulnérabilité et openness. Au PNS Openness. Openness, ok.
Tu vois, moi, j'étais invitée... ouverture, merci. J'étais invitée à un déjeuner de femmes en C-level, ou je ne sais plus, l'année dernière. Et j'ai apprécié comment elles ont toutes parlé de congé maternité, de problèmes à la maison, de machin, en plus de parler de sujets business, voilà, de sujets, on va dire, classiques de carrière professionnelle. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je trouve que, voilà, parler que, ou mettre l'accent que sur l'aspect, on est des femmes, donc, c'est triste, c'est douloureux, c'est difficile, c'est pas productif, Ok. déjà. Et à l'opposé de ça, essayer de complètement supprimer ce côté de non, t'es une femme, t'es différente, mais ça va pas t'empêcher de réussir. Voilà, je pense qu'il faut pas le supprimer, mais il faut pas non plus en faire son... Donc il y a un truc, être conscient d'être une Embrace femme, mais it. jamais, voilà, jamais se dire que ce sera, en fait, c'est pas un frein, c'est une force, quoi. Oui, bien au contraire. Moi, je C'est le vois ça bien que comme une tu... force. Ouais. Ouais. Mm. Je te pose mes dernières petites questions du tac au tac. Bon, est-ce que tu as pris du plaisir déjà? Bah, franchement, oui. C'était... N'hésite pas trop dans Oui, ta oui, oui. réponse. Non, franchement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas le format que je fais d'habitude. C'est quoi le Euh, format que tu fais d'habitude? Bah, je parle du produit, de la tech. Ah, moi je t'avais dit que ce serait pas un podcast Voilà, sur... donc, non, on c'est rentre bien. dans Ça ta change. tête. Ça montre un côté différent. Est-ce que, enfin, pardon, Mm. sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse au quotidien? Oula. Oula. C'est des questions du tac au tac, j'ai oublié de te dire. Bah, ça dépend du jour, comme tous les humains. C'est à toi de me donner Moi, je un vois chiffre. pas. Alors, moi, depuis un moment, j'ai commencé à. Je me bloque un créneau dans mon calendrier les samedis après-midi où je fais la rétrospective de la semaine. Ok. Et c'est là où je me donne une note, entre guillemets. Et j'essaye de voir, en fait, cette note, elle dépend de quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai mal dormi? Est-ce que c'est parce que, si par exemple, je suis moins happy qu'une autre semaine, est-ce que c'est parce Est-ce que que j'ai c'est pas fait de sport? rationnel ou émotionnel? Ok. Exactement. Et après, tu prends des actions, j'imagine. Voilà, mais je pense, oui, voilà, mais je pense que regarder tous les jours, il y a trop de volatilité. Donne-moi une moyenne. Bah, je pense que globalement, je suis plutôt sur un 9. 9 sur 10? Oui. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? No comment là-dessus. Je suis riche au vu de mes expériences. Sur une échelle de 1 à 10. Attends, t'as le droit de répondre sur une échelle de 1 à 10 quand même, Selma. Bah, on va pas rentrer dans le détail, mais non, écoute, je me plains pas, bien sûr. Ça veut rien. Thank God, alhamdoulilah, mais Tu mais peux ne pas te plaindre et être à 5. mais je pense que c'est pas une question, justement, c'est pas pour ne pas répondre à ta question, mais Ah, tu vas y répondre. attends, moi je peux être très contente avec ce que j'ai, quelqu'un d'autre trouve ça pas du tout confortable, et quelqu'un trouve que, voilà, que somebody else might think que c'est tellement Beaucoup. inatteignable. Tu vois ce que je veux dire? C'est très relatif. Mais les gens savent pas combien tu gagnes ou combien tu as Non. gagné. Et c'est le principe, c'est que cette question permet à des gens de... Il y a des gens à ta place qui pourraient penser que tu es très riche et qui se diraient 10 sur 10. Ah non, Et il y a des gens, moi j'en ai Mm. reçu, qui bossent en finance et qui disent qu'ils se font à 4 mais je sur bosse 10. plus en finance. Je C'est sais. ça, je bosse plus en Donc je finance. te repose la Je question. suis founder et Ça- CEO d'une ça- startup qui a levé 15 millions. Sachant à que date. si tu es à 10, le jour où tu es 10 sur 10, c'est le jour où l'argent n'aura plus. C'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Donc aujourd'hui, tu es sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche? Encore une fois, et c'est vraiment pour pas, j'évite pas de répondre à ta question. Vraiment. Pour moi, j'ai pas besoin de énormément pour être heureuse. Donc tu es à 10. Et j'attache pas. Oui, je dirais que je suis à 10. Et je rattache pas l'argent au bien-être. Et pour être complètement vulnérable et transparente avec toi, il y a quelques années, j'avais un job qui me payait beaucoup d'argent. J'étais misérable. Ok. Voilà. Mais pourquoi alors juste, est-ce que c'est cette raison-là qui fait que... Enfin, pourquoi t'aimes pas parler d'argent en fait? Si je peux C'est me pas que j'aime permettre. pas parler d'argent. Je trouve ça un peu tacky. Mais tu penses pas que c'est quand même un des sujets, l'argent, le sexe, c'est ce qui intéresse les gens. Les Ouais. gens entreprennent, mais on va aller plus loin. 88% de la société active est salariée. Combien d'entre eux, à ton avis, le font pour de l'argent? Donc Non, mais ne je pas pense en qu'il faut pas. parler, Oui. je trouve ça dommage parce que ça participe à notre culture chauvin français qui est de dire Ouais. ah on entreprend mais on doit pas dire qu'on est riche.
putain, sois fier. Si t'es riche et que t'as fait des thunes, moi, je veux le savoir. Et je veux que t'inspires d'autres personnes, des Selma bis petites qui veulent... Moi, c'est mon rôle. Donc, écoutez bien, atteignez ce 10 sur 10, faites de la finance ou de l'entrepreneuriat. Mais il n'y a aucune raison pour moi, Oui. sois fier d'être riche. Bon, bref, passons. Mais ça, je t'embête parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu considères que ton job d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie perso? 11 sur 10. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même job d'entrepreneur est difficile ou te demande de l'effort? 11 sur 10. Donc, corrélation entre le bonheur et l'effort ou la sueur, ouais. Oui, plus ou moins. Oui. Allez, Je suis plutôt comme ça comme question. personne. Plus c'est difficile, plus je m'éclate. Question philosophique, comme si ce podcast l'était pas. Mm. C'est quoi la matière que tu aurais aimé avoir à l'école plus jeune, qui n'existe pas, en primaire, ou la matière que tout le monde devrait avoir, en fait? C'est une super question. Je pense que j'ai la réponse. Je pense qu'il faut incorporer plus d'éducation, pas tant liée à des hardcore skills, mais le côté émotionnel. Ok. Je pense que pas des. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire donner des cours de psychologie ou quoi que ce soit, mais des Éveiller cours. les consciences. Voilà, exactement. En fait, essayer de nourrir l'intelligence émotionnelle chez les enfants à l'école, c'est important. Juste en être conscient, quoi. Oui. Je crois que le mot intelligence émotionnelle, j'ai dû le découvrir il y a 2-3 ans, tu sais, et j'en ai 30, quoi. Oui. Mais oui, mettre un peu l'accent dessus, je Ok. pense que ça ferait des meilleurs humains en général. Je termine souvent en disant un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, et en disant un grand merci à mon invité. Mais Merci aussi à toutes toi. les personnes. Mais je vais te laisser le mot de la fin. Oui. Je dis au revoir à tout le monde et je leur dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Je te dis au revoir et je te laisse terminer ce podcast. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment... c'est outside of my comfort zone, mais je suis contente de l'avoir fait. Je trouve que c'est important de parler, parce qu'on parle souvent de voilà ce que le produit fait, voilà combien la société a grossi, voilà comment elle va continuer de grossir, etc. Donc, suivez Sifflet. We're going to be hiring very soon. Mais c'est important de donner aussi ce côté humain à l'entrepreneur, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas répondre à ta question par rapport à l'argent, parce que le succès d'un entrepreneur, c'est pas juste l'argent. Je sais que c'est un facteur important, mais il y a 3 ans, ou il y a maintenant presque 4 ans, j'étais salariée dans une entreprise. Aujourd'hui, j'ai créé quelque chose qui crée des emplois. En fait, ce niveau de satisfaction, il n'est pas du tout comparable. Donc, je trouve qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur ce sujet-là dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je suis contente d'avoir fait ce podcast. Merci beaucoup. Bon, j'ai le droit de terminer par un merci. Merci pour cette belle explication. Allez, à très vite les amis. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.